J'ai coupé le moteur de ma vieille Peugeot, mais mes mains refusaient de lâcher le volant. Elles étaient crispées sur le cuir usé, les jointures blanches, tremblant d'une rage contenue et d'une terreur ancienne que je pensais avoir enterrée il y a des années. Dehors, la nuit tombait doucement sur Montauban, enveloppant la maison familiale d'une aura faussement chaleureuse. Les lumières dorées qui s'échappaient des fenêtres du rez-de-chaussée projetaient des ombres dansantes sur le gravier de l'allée, et je pouvais déjà entendre, étouffé par les murs de briques rouges, les rires et le tintement des verres. C'était le son de la fête. C'était le son de l'hypocrisie. Dans mon sac à main, posé sur le siège passager comme une bombe à retardement, reposait une petite enveloppe blanche, simple, banale en apparence. Pourtant, elle contenait mon sang, ma sueur et mes larmes, un chèque de banque certifié de 165 000 €. C'était l'héritage de ma tante, toutes mes économies, des années de privation, de vacances annulées et d'heures supplémentaires. Je m'apprêtais à entrer dans cette maison pour offrir sa survie financière à la femme qui m'avait donné la vie, mais qui m'avait toujours refusé son amour. Je pensais naïvement que l'argent pouvait acheter la paix, qu'il pouvait effacer le passé. Je ne savais pas encore que dans moins de 2 heures, cette même enveloppe finirait noyée dans une coupe de champagne, et que je quitterais cet endroit en laissant derrière moi des ruines fumantes. Mais avant de vous raconter comment j'ai détruit l'anniversaire de ma mère et révélé le secret le plus toxique de notre famille, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Savoir que je ne suis pas seule à raconter ce cauchemar me donne la force de continuer. Je m'appelle Sidonie. J'ai 32 ans, et je suis ce qu'on appelle dans les familles bourgeoises de province, le mouton noir, ou comme ma mère Bernadette aime le murmurer quand elle a bu un verre de trop, l'accident. Depuis ma naissance, il y a toujours eu une barrière invisible, un mur de verre infranchissable entre moi et le reste du clan de la Croix. Mon frère aîné, Cyprien, 35 ans, est le prince héritier, l'enfant doré à qui l'on pardonne tout, même ses faillites successives. Ma petite sœur, Bertille, 26 ans, est la princesse capricieuse, l'influenceuse ratée qui vit au crochet de mes parents en attendant un mari riche. Et puis il y a moi. Sidonie la terne. Sidonie la gestionnaire logistique. Celle qui travaille dans l'ombre. Celle qui a les cheveux trop foncés, le teint trop mat, le caractère trop indépendant pour s'intégrer dans ce tableau idyllique. Ce soir-là, en me regardant dans le rétroviseur, j'ai vérifié mon maquillage. J'avais mis ma plus belle robe, un bleu nuit profond qui me donnait de l'assurance. Je voulais être parfaite. Je voulais qu'elle me regarde, juste une fois, avec fierté. Je voulais qu'elle dise « Merci Sidonie, tu es une bonne fille ». C'est pathétique, n'est-ce pas? À mon âge, cherchez encore l'approbation d'une femme qui vous a toujours traité comme une étrangère. J'ai pris une profonde inspiration, l'air froid de novembre piquant mes poumons, et je suis sortie de la voiture. Le gravier a crissé sous mes talons, un son qui m'a rappelé les dimanches de mon enfance, quand je devais nettoyer cette allée à la main pendant que Cyprien et Bertie jouaient. Chaque pas vers cette porte en chêne massif augmentait la boule de plomb dans mon estomac. Je ne le savais pas encore, mais ce soir, je n'allais pas seulement sauver une maison de la saisie bancaire. J'allais découvrir qui j'étais vraiment. Et le prix à payer allait être terrible. Les rires me parvenaient maintenant plus distinctement. Des rires gras, forts, ceux de mes oncles et tantes qui ne venaient que pour le champagne gratuit. Je me suis figée devant la porte. Est-ce que je devais faire demi-tour? Est-ce que je devais garder cet argent pour moi et les laisser couler avec leurs dettes? Une petite voix au fond de moi, mon instinct de survie, me criait de fuir. Mais l'habitude d'être la fille obéissante, celle qui essaie désespérément de réparer les pots cassés, était trop ancrée en moi. J'ai levé la main, tremblante, et j'ai toqué. 3 coups secs. Le son de mon destin qui frappait à la porte. La porte s'est ouverte presque immédiatement, comme si on m'attendait pour commencer le procès. C'était elle. Bernadette. Ma mère. Elle portait une robe à paillettes dorées qui moulait son corps encore svelte pour ses 60 ans, une tenue qui criait le luxe et la vanité, coûtant probablement plus cher que ma voiture. L'odeur de son parfum lourd, un mélange entêtant de jasmin et de musc, m'a frappé de plein fouet, réveillant instantanément des souvenirs d'enfance amère. C'était l'odeur des reproches, l'odeur des silences pesants. Elle m'a scanné de la tête aux pieds,
son regard bleu acier s'arrêtant sur mes chaussures, puis remontant lentement vers mon visage avec une expression de dégoût mal dissimulée, comme si elle venait de trouver une tache de vin sur sa nappe immaculée. « Ah, tu es là » a-t-elle lâché sèchement, sans un bonjour, sans une étreinte, sans même un sourire de façade. Sa voix était coupante comme du verre brisé. « Tu es en retard. Les invités ont soif et le traiteur est débordé. Va aider Bertie à la cuisine, on manque de bras pour le service. Et par pitié, ne fais pas cette tête d'enterrement. C'est mon 60e anniversaire, essaie au moins de faire semblant d'être de la famille pour une fois. » Elle a tourné les talons avant même que je puisse répondre, ses paillettes scintillant sous la lumière du lustre en cristal du vestibule. Je suis resté là, sur le seuil, le froid de la nuit s'infiltrant dans mes os. Le cauchemar ne faisait que commencer, et j'étais déjà relégué au rang de domestique. J'ai traversé le couloir, mes pas résonnant sur le carrelage froid. Les murs étaient couverts de cadres dorés, une galerie à la gloire des Delacroix. J'ai noté, le cœur serré comme à chaque visite, l'absence flagrante de mon visage. Il y avait Cyprien recevant son diplôme de commerce qu'il n'a jamais utilisé, souriant à pleines dents. Il y avait Bertie à son concours de danse, rayonnante dans un tutu rose. Il y avait des photos de vacances à la mer, à la montagne, des Noëls joyeux. Et moi? Rien. Pas une seule trace. Comme si je n'avais jamais existé dans cette maison, ou pire, comme si mon existence était une honte qu'il fallait cacher aux visiteurs respectables. J'étais le fantôme de la maison, présente mère invisible. L'ambiance dans le grand salon était étouffante, saturée de brouhaha et de chaleur humaine. Des dizaines de visages se sont tournés vers moi quand je suis apparu à l'entrée. Je n'ai vu aucun sourire chaleureux, aucune main tendue. Juste des hochements de tête polis, distants, ou pire, des regards curieux et inquisiteurs. Je pouvais presque entendre leurs pensées, chuchoter derrière les coupes de champagne. « Ah, c'est l'autre fille. Celle qui ne ressemble pas aux autres. La solitaire. Sidonie. » a crié ma tante Colette, une femme aigrie à la voix perçante qui passait son temps à critiquer tout le monde pour se sentir supérieure. « Tu as changé de coiffure? Ça te durcit les traits, ma pauvre chérie. Tu devrais prendre exemple sur ta sœur, elle est rayonnante ce soir, une vraie fleur. Toi, tu es toujours aussi austère. » J'ai forcé un sourire, un masque douloureux, serrant mon sac contre ma poitrine comme une armure. « Bonsoir tante Colette. Tu es ravissante aussi, ai-je menti? » J'ai filé vers la cuisine, espérant y trouver un peu de répit, un endroit pour respirer. Mais c'était pire. La cuisine, vaste et moderne, était un champ de bataille culinaire. Bertie était là, non pas en train d'aider, mais en train de se prendre en photo avec un plateau de verrine sophistiqué. Elle portait une robe rose poudrée qui lui allait à ravir, je devais l'admettre avec amertume. Elle avait les yeux bleus de ma mère, les cheveux blonds de mon père. Elle était l'image parfaite de la réussite génétique, l'enfant désiré. « Ah, enfin !» s'est-elle exclamée en me voyant dans le reflet de son écran, sans arrêter de sourire à son téléphone pour sa story Instagram. « Sido, sérieux, tu abuses. Maman est super stressée, elle est au bord de la crise de nerfs. Prends ce plateau et va servir les invités. Et fais attention, c'est du cristal de baccarat, pas tes verres bon marché habituels. Si tu en casses un, tu le paies. » Le mépris dans sa voix était si naturel, si habituel, qu'elle ne s'en rendait même plus compte. J'ai posé mon sac sur une chaise haute, m'assurant qu'il était bien fermé, à l'abri des éclaboussures. L'enveloppe était toujours là, brûlante. 165 000 €. Je pouvais acheter la dignité de Bertie 10 fois avec cette somme, et il me resterait encore de la monnaie. « Bonjour à toi aussi, Bertille » ai-je répondu calmement, luttant pour garder mon calme. « Où est papa ?» Elle a levé les yeux au ciel, exaspérée par ma question. « Au jardin, je crois. Il fume en cachette. Tu sais comment il est, toujours à fuir les responsabilités. Allez, bouge-toi un peu. Maman va piquer une crise si les verres sont vides, et c'est toi qu'elle engueulera, pas moi. » J'ai pris le lourd plateau d'argent, sentant la colère monter en moi comme une marée noire. J'étais venue en invitée d'honneur secrète, avec un cadeau royal capable de sauver leur avenir, et me voilà transformée en serveuse, en soubrette.
Comme toujours. Cela m'a rappelé mes 10 ans. Le jour où j'avais ramené un 20 sur 20 en mathématiques, toute fière, le cœur battant d'espoir. Maman l'avait regardé à peine une seconde avant de le chiffonner pour essuyer une tache de café sur la table de la cuisine. Les chiffres, c'est vulgaire, c'est pour les comptables, avait-elle dit avec dédain. Regarde Cyprien, lui, il a écrit un poème. C'est ça, l'art. C'est ça, l'intelligence. J'avais pleuré toute la nuit, le visage enfoui dans mon oreiller pour ne pas faire de bruit. J'avais compris ce jour-là que peu importe mes efforts, peu importe mes succès, je ne serai jamais assez bien. Je serai toujours l'autre. Je suis sortie dans le jardin par la porte de service, l'air frais me giflant le visage. Il faisait sombre, mais je distinguais la silhouette voûtée de mon père près des rosiers. Il fumait nerveusement, tirant sur sa cigarette comme si sa vie en dépendait. Raymond. Mon père. L'homme que j'adorais, mais qui m'avait tant déçu par son silence et sa passivité. Il a sursauté violemment en me voyant approcher, écrasant sa cigarette sous sa chaussure vernie avec la culpabilité d'un adolescent pris en faute. Sido, ma chérie, a-t-il murmuré, sa voix rauque tremblant légèrement. Il avait l'air vieux, fatigué, usé par des années de soumission. Ses yeux fuyaient les miens, incapables de soutenir mon regard. Tu es venu. Je ne pensais pas que tu viendrais après la dernière dispute. La dernière fois, maman m'avait traité d'ingrate égoïste devant tout le monde parce que j'avais refusé de payer les vacances de luxe de Cyprien aux Maldives. Elle avait hurlé que je ne pensais qu'à mon argent. Je suis là pour la maison, papa, ai-je dit doucement, posant une main sur son bras maigre. J'ai l'argent. J'ai tout réuni. Le chèque est dans mon sac. On pourra aller à la banque lundi matin à la première heure et tout régler. L'hypothèque sera levée. Son visage s'est illuminé d'un espoir soudain, presque douloureux à voir, suivi immédiatement d'une ombre de terreur pure. Oh, ma fille? Tu as fait ça? Vraiment? C'est un miracle. Ta mère, elle sera si soulagée. On ne dormait plus, tu sais. La banque appelle tous les jours. Elle le sait? Ai-je demandé, scrutant sa réaction. Non, non. Il a paniqué, agitant les mains. Tu sais comment elle est fière. Elle ne veut pas admettre qu'on a besoin d'aide. Surtout venant de toi. Elle dit que tu nous juges. Mais si tu lui offres ça pour son anniversaire, devant tout le monde, elle sera obligée d'être reconnaissante. Elle ne pourra pas te rejeter en public. C'est le moment idéal, Sido. Fais-le ce soir. Sauve-nous. Il me poussait dans la gueule du loup. Il voulait utiliser mon argent pour acheter la paix de son ménage, pour calmer le dragon qu'il avait épousé. Je le savais, au fond de moi. Mais je voulais tellement y croire. Je voulais croire que ce geste grandiose, ce sacrifice financier immense, effacerait 32 ans de mépris. Je voulais croire qu'en payant leurs dettes, j'achetais aussi ma place dans leur cœur. D'accord, papa. Je le ferai au moment des discours. Je lui donnerai l'enveloppe quand elle soufflera les bougies. Il m'a pris dans ses bras, une étreinte brève, faible, sans chaleur réelle, avant de se reculer précipitamment en entendant la voix stridente de ma mère l'appeler depuis la terrasse. Raymond. Où est-ce que tu te caches encore, espèce d'incapable? Les invités demandent du vin. Il a baissé la tête, les épaules rentrées, et a trottiné vers la maison comme un chien battu obéissant à son maître. Je suis restée seule quelques secondes dans le jardin, regardant la lune pâle, me demandant pourquoi j'aimais des gens qui me faisaient si mal. Pourquoi je m'obstinais à vouloir sauver ceux qui me noyaient. Si j'avais su ce qui se disait dans mon dos à cet instant précis, j'aurais repris ma voiture, j'aurais fait demi-tour et je serais partie sans me retourner. J'aurais gardé mes 165 000 € et je me serais offert une nouvelle vie. Mais le destin en a décidé autrement. Je suis rentrée par la porte de service pour éviter la foule un instant, voulant me recoiffer et reprendre mes esprits. La cuisine était adjacente à la petite salle à manger privée où ma mère aimait tenir court avec ses favoris avant le grand repas. La porte était entr'ouverte de quelques centimètres. J'ai entendu des voix. La voix de Cyprien. Mon frère. Maman, sérieusement, tu crois qu'elle va le faire? Demandait-il, la bouche pleine,
probablement en train de grignoter les toasts au saumon que j'étais censé servir. Tu crois vraiment que la radine va cracher au bassinet? Je me suis figé. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai retenu ma respiration, collant mon dos au mur froid du couloir, devenant une ombre. Elle n'a pas le choix, a répondu la voix de Bernadette, tranchante comme un rasoir, dénuée de toute affection. Je connais Sidonie par cœur. Elle est désespérée. Elle est faible. Elle ferait n'importe quoi pour qu'on lui jette une miette d'attention, un regard. C'est pathétique, vraiment. Elle est prête à payer pour qu'on l'aime. Mais 165 000 €, maman? C'est énorme, a renchéri Bertille. Si elle donne ça, on pourra garder la maison et même changer ma voiture, non? La mienne commence à faire un bruit bizarre, et j'ai vu la nouvelle Mini Cooper, elle est trop belle. J'ai senti une nausée violente monter en moi, une bile acide me brûlant la gorge. Ils avaient déjà prévu de dépenser mon argent. Pas seulement pour la maison, mais pour leurs caprices, pour leur luxe inutile. Je n'étais qu'un portefeuille sur pattes pour eux. On verra, a dit maman avec un rire sec. L'essentiel, c'est qu'elle paie. C'est le prix à payer pour tolérer sa présence ici, pour supporter sa tête de chien battu. Franchement, à chaque fois que je la vois, ça me rappelle. Elle s'est tue, comme si elle allait dire quelque chose de trop dangereux, même pour eux. Ça te rappelle quoi? A demandé Cyprien, curieux. Rien. Oublie. Ça me rappelle juste à quel point la vie est injuste. J'ai 2 enfants merveilleux, beaux, talentueux, et puis il y a elle. Une erreur de parcours. Une tache sur le tableau parfait de ma vie. Une punition divine. Une larme, une seule, chaude et brûlante, a coulé sur ma joue. Une erreur de parcours. C'était donc ça que j'étais pour elle. Pas une fille, pas un être humain avec des sentiments. Juste une erreur administrative, un accident biologique qu'on tolérait parce qu'il avait un carnet de chèques bien rempli. J'ai eu envie d'entrer dans cette pièce en hurlant. De déchirer le chèque sous leurs yeux ébahis. De renverser la table avec les amuse-bouches. De leur cracher ma haine au visage. Mais quelque chose m'a retenu. Une force invisible. Une froideur nouvelle s'est installée dans ma poitrine, remplaçant la douleur lancinante. La tristesse a laissé place à quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus tranchant. C'était la haine. Une haine pure, cristalline. Si je faisais un scandale maintenant, il me traiterait de folle, d'hystérique. Il retournerait la situation contre moi, comme toujours. Oh, pauvre Sidonie, elle est jalouse, elle invente des choses, elle est instable. Non. Il fallait jouer plus finement. Il fallait être plus intelligente qu'eux. Il fallait les laisser aller au bout de leur cruauté, les laisser s'enfoncer dans leur propre piège. Il fallait que tout le monde voie qui ils étaient vraiment. J'ai essuyé ma larme d'un revers de main rageur. J'ai sorti mon poudrier de mon sac, j'ai remis du rouge à lèvres rouge sang. J'ai regardé mon reflet dans le petit miroir ovale. Mes yeux, d'habitude si doux et implorants, étaient devenus 2 pierres noires, insondables. Je ne reconnaissais plus la femme dans le miroir. Sidonie la gentille était morte dans ce couloir. Sidonie la vengeresse venait de naître. Très bien, maman, ai-je chuchoté à mon reflet, un serment silencieux. Tu veux ton argent? Tu vas l'avoir. Mais pas comme tu l'imagines. Tu vas payer chaque centime de ce chèque avec tes larmes. J'ai pris le plateau de champagne qui traînait sur le plan de travail. J'ai redressé les épaules, relevé le menton. J'ai affiché un sourire éclatant, un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux, un sourire de requin. J'ai poussé la porte de la salle à manger. Champagne, tout le monde? Ai-je lancé d'une voix claire, presque chantante. Ils ont sursauté comme des coupables pris la main dans le sac. Maman m'a regardé avec suspicion, ses yeux de faucon cherchant une trace de larmes ou de colère sur mon visage. Mais je ne lui ai rien donné. J'étais calme. Trop calme. Imperturbable. Ah, tu te rends utile pour une fois, a-t-elle grommelé en prenant une coupe sans me dire merci, ses bagues cliquetant contre le verre. Dépêche-toi, on va passer à table. Et ne t'avise pas de renverser quoi que ce soit sur ma robe, c'est de la soie sauvage. Ne t'inquiète pas, maman,
ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. Tout sera parfait ce soir. Inoubliable, même. Je te le promets. Dites-moi, si vous aviez entendu votre propre mère vous traiter d'erreur de parcours, qu'auriez-vous fait à ma place? Vous seriez parti tout de suite en claquant la porte, ou vous seriez resté pour vous venger froidement? Écrivez partir ou vengeance dans les commentaires, je veux savoir si je suis la seule à avoir cet instinct sombre. Le dîner a été annoncé par le tintement d'une cloche. Nous nous sommes dirigés vers la grande salle de réception. Une longue table était dressée, magnifique, recouverte d'une nappe en lin blanc, étincelante sous la lueur des chandeliers en argent et des compositions florales hors de prix. Les places étaient assignées avec des petits cartons calligraphiés à la main. J'ai cherché mon nom près de celui de mon père, ou même au bout de la table familiale. J'ai fait le tour, le cœur battant. Rien. Pas de carton au nom de Sidonie. J'ai parcouru la table principale des yeux. Maman présidait en bout de table. À sa droite, Cyprien et sa nouvelle copine, une blonde écervelée qu'il connaissait depuis 2 semaines. À sa gauche, Bertie et son dernier petit ami, photographe. Même l'oncle Gérard, que personne n'aimait à cause de ses blagues racistes, était là. Mais pas moi. Maman? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable malgré le nœud qui se resserrait dans ma gorge. Je ne vois pas ma place. Il y a une erreur? Maman s'est arrêtée au milieu d'une conversation, s'est tournée vers moi avec une fausse surprise théâtrale, digne d'une actrice de mauvais feuilleton. Elle a claqué des doigts. Oh! Mais oui! J'avais oublié de te dire. La table principale était complète. On ne pouvait pas serrer plus, tu comprends, avec la robe bouffante de tante Colette et les invités de Marc. Elle a ri, un rire léger et cruel, et quelques invités ont ri avec elle par politesse ou par gêne. Je t'ai mis là-bas, c'est plus convivial. Tu seras plus à l'aise. Elle a pointé du doigt une petite table pliante, installée dans un coin sombre, près de la porte battante de la cuisine, loin de la lumière et de la chaleur de la table d'honneur. Il y avait 3 chaises dépareillées. Une pour moi, une pour ma cousine éloignée de 9 ans qui bavait encore sur son bavoir, et une pour Maria, la femme de ménage portugaise qui aidait au service ce soir-là. Le silence s'est fait dans la salle. Un silence lourd, pesant. J'ai senti 50 paires d'yeux se poser sur moi. Certains étaient gênés, détournant le regard. D'autres étaient amusés, savourant le spectacle de mon humiliation. C'était calculé. Maman me disait sans mot dire devant tout le monde, tu n'es pas des nôtres. Tu es du personnel. Tu es la pièce rapportée. J'ai regardé papa. Il était assis en bout de table, fixant son assiette de foie gras comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas tapé du poing sur la table. Il n'a pas dit, Bernadette, ça suffit, c'est notre fille, elle s'assoit avec nous. Rien. Son silence était plus bruyant, plus violent qu'une gifle en plein visage. Il choisissait son camp. Il choisissait la lâcheté. C'est parfait, ai-je dit d'une voix blanche, retenant les tremblements de mes mains. J'adore la compagnie de Maria. Elle a plus de classe et de dignité que la plupart des gens ici. Quelques hoquets de surprise ont parcouru l'assemblée. Maman a plissé les yeux, furieuse de ma réplique, mais elle n'a rien dit pour ne pas faire de scène et gâcher son entrée. Je suis allée m'asseoir à ma table d'exil, la tête haute. Maria m'a regardée avec des yeux tristes, remplis de compassion. Elle m'a serré la main sous la table, une étreinte chaude et rugueuse. Je suis désolée, mademoiselle Sidonie, a-t-elle chuchoté en portugais. Madame, difficile. Elle a un cœur de pierre. Ce n'est pas grave, Maria. Mangeons. Ce soir, nous sommes les spectatrices d'une tragédie, ai-je répondu. De ma place, dans l'ombre, j'avais une vue imprenable sur la famille royale. Je voyais Cyprien se gaver comme un porc et boire verre après verre de ce vin coûteux, riant fort à ses propres blagues pas drôles, postillonnant sur sa voisine. Je voyais Bertie faire des selfies avec son assiette, ignorant les gens autour d'elle, vivant dans sa bulle narcissique. Je voyais maman rayonner, reine de son petit royaume de mensonges, acceptant les compliments hypocrites sur sa jeunesse éternelle. J'ai mangé mécaniquement, sans sentir le goût de la nourriture.
Ma main ne quittait pas mon sac à main posé sur mes genoux. Le chèque. L'arme du crime. Plus l'heure avançait, plus ma résolution se durcissait comme du béton. J'allais transformer ce dîner en un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. J'allais leur donner ce qu'ils méritaient. J'ai attendu. J'ai observé chaque geste, chaque regard méprisant. J'ai laissé la haine s'accumuler en moi, goutte à goutte, remplissant le vase jusqu'à ce qu'il déborde. Et le moment tant attendu est enfin arrivé. Le moment des discours. Le moment où les masques allaient tomber. Le repas touchait à sa fin. Les estomacs étaient pleins, l'alcool avait délié les langues et fait tomber les inhibitions. C'était l'heure de la gloire pour ma mère. Mais avant qu'elle ne prenne la parole, mes frères et sœurs ont décidé de faire leur petit numéro de cirque habituel. Cyprien s'est levé le premier, un verre de vin rouge à la main, tanguant légèrement, le visage rougeau. Il a tapé sur son verre avec une fourchette, demandant le silence qu'il estimait lui être dû. À la meilleure des mères. A-t-il braillé, la voix pâteuse. Maman, tu es le roc de cette famille. Grâce à toi, on a toujours eu tout ce qu'on voulait. Tu es notre banque, notre inspiration. Quelques rires gênés. Le lapsus était révélateur. Il a fait une pause dramatique, se recoiffant. Et d'ailleurs, pour mon nouveau projet de start-up, d'import-export de compléments alimentaires révolutionnaires, je sais que tu seras mon premier investisseur. Parce que tu crois au talent. Parce que tu sais reconnaître un génie quand tu en vois un. Des applaudissements polis, mous. Tout le monde dans la salle, absolument tout le monde, savait que Cyprien avait déjà coulé 3 entreprises et que l'investissement ne serait jamais remboursé. C'était un puits sans fond. Mais maman le regardait avec des yeux brillants d'admiration aveugle, comme s'il était le prochain Steve Jobs. Mon fils, mon génie, a-t-elle susurré, assez fort pour que tout le monde entende. Bien sûr que je te soutiens. L'argent est fait pour circuler dans la famille, pour soutenir les ambitions. Puis ce fut au tour de Bertille. Elle n'a même pas pris la peine de se lever de sa chaise. Elle a juste levé son téléphone pour se filmer en mode selfie vidéo. Joyeuse anniv mam, a-t-elle crié en faisant une pose duck-face. T'es trop belle, on dirait ma sœur, pas ma mère. Love you. Et merci pour le shopping de demain, j'ai repéré ce sac Dior dont on a parlé, celui en édition limitée. Tu es la meilleure. Maman a ri, un rire cristallin et ravi, flatté par la comparaison avec sa fille de 20 ans. Tout pour ma princesse. La beauté, ça s'entretient, et tu mérites le meilleur. J'étais assise dans mon coin, et j'avais envie de vomir. C'était obscène. C'était d'une vulgarité sans nom. Il demandait de l'argent publiquement, sans honte, sans pudeur, alors qu'il savait pertinemment que la maison était hypothéquée jusqu'au toit, que les huissiers étaient à la porte. Il vivait dans un déni total, une bulle d'illusion financée par les mensonges de ma mère et bientôt, pensait-il, par mon argent. Et moi? J'étais celle qui allait payer pour tout ça. J'étais celle qui avait travaillé dur, économisé centime après centime, qui s'était privée de tout, pour qu'ils puissent continuer leur mascarade grotesque. J'étais la vache à lait qu'on méprisait mais qu'on s'apprêtait à traire. Soudain, le regard de maman a traversé la salle comme un rayon laser et s'est posé sur moi. Un regard froid, calculateur, prédateur. Elle attendait quelque chose. Elle attendait mon tour. Elle s'attendait à ce que je me lève, que je vienne ramper à ses pieds avec mon carnet de chèques, que je demande pardon d'exister en lui offrant sa rédemption financière. Elle pensait m'avoir suffisamment brisé pour que j'achète son affection. Elle a tapoté sur son verre avec une petite cuillère en argent. Dring. 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 Le son clair a tranché le brouhaha. Le silence s'est fait instantanément. Les visages se sont tournés vers elle. Elle s'est levée, majestueuse, lissant sa robe à paillettes comme une armure de guerre. Elle a pris le micro que le DJ avait préparé. Elle savourait ce moment, elle se nourrissait de l'attention de tous. Merci, merci à tous, a-t-elle commencé, sa voix tremblante d'une fausse émotion parfaitement maîtrisée. C'est si touchant de voir tous ceux que j'aime réunis ici. 60 ans, c'est une étape. On regarde en arrière, et on voit ce qu'on a construit. Elle a fait une pause, balayant la salle du regard,
accrochant les yeux de chaque invité important. J'ai construit une famille. Une lignée. La famille Delacroix a toujours été synonyme d'honneur, de prestige et de pureté. Nous avons des valeurs, des traditions. J'ai serré les poings sous la table jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans ma paume. Pureté. Le mot résonnait bizarrement dans sa bouche. Je regarde mes enfants, a-t-elle continué, en désignant Cyprien et Bertie d'un geste théâtral. Et je vois la réussite. Je vois la beauté. Je vois la continuité de notre sang noble. Je vois l'avenir. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Elle allait le dire. Je le sentais dans mes tripes. L'atmosphère dans la pièce a changé, s'est alourdie. C'était comme si l'air s'était raréfié. Les invités sentaient le malaise. Ils savaient qu'il y avait un troisième enfant. Ils savaient que j'étais là, dans l'ombre, exclue de cet éloge. Maman a pris une grande inspiration, a souri d'un sourire cruel, sadique, et a regardé droit vers ma petite table minable près des cuisines. Mais la vie nous réserve parfois des épreuves, a-t-elle dit doucement, faussement triste. Des croix à porter. Des fardeaux que Dieu nous impose pour tester notre foi. Vous savez, a-t-elle poursuivi, sa voix devenant plus dure, plus métallique, perdant toute trace de douceur maternelle. Être mère, c'est accepter. Accepter les cadeaux du ciel, comme Cyprien et Bertille. Mais c'est aussi accepter les punitions. Un murmure a parcouru la salle. Tante Colette a mis la main devant sa bouche, choquée mais ravie du scandale. Papa a fermé les yeux, se ratatinant sur sa chaise, comme s'il attendait un coup de feu. Il y a des gens qui pensent que l'argent peut tout acheter, a dit maman en me fixant intensément. Elle savait que j'avais l'argent. Elle me provoquait. Elle me mettait au défi. Mais l'argent ne peut pas acheter la classe. L'argent ne peut pas acheter le sang pur. L'argent ne peut pas effacer la honte. Elle a levé sa coupe de champagne bien haut. La lumière des lustres se reflétait dans le liquide doré, créant des éclats éblouissants. Alors ce soir, je veux porter un toast. Un toast à la vérité. Je veux dire devant vous tous, ma famille, mes amis, ceux qui comptent vraiment. Elle a marqué une pause théâtrale insoutenable, laissant le silence peser de tout son poids. Je suis fière de mes enfants. Elle a souri à Cyprien avec amour. Elle a envoyé un baiser à Bertille. Sauf de l'enfant illégitime. Le temps s'est arrêté. Littéralement. Plus personne ne bougeait. Plus personne ne respirait. Les serveurs se sont figés avec leur plateau. Les mots enfant illégitime flottaient dans l'air comme un nuage toxique, empoisonnant la pièce. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle voulait m'achever. Elle a pointé son doigt manicuré, tel un poignard, vers moi. Oui, toi, Sidonie. Tu nous regardes avec tes grands yeux de victime, comme toujours. Mais tu sais ce que tu es. Tu le sais depuis toujours. Tu es la preuve vivante de mes erreurs passées, d'un moment de faiblesse. Tu n'es pas une Delacroix. Tu es juste une bâtarde que j'ai eu la bonté d'élever par charité chrétienne. Une étrangère qui a profité de notre nom, de notre toit, de notre pain. Et ce soir, tu es là, à nous juger? Toi? La honte de cette famille? Le silence a explosé en un brouhaha. Des rires nerveux ont éclaté, d'abord timides, puis plus forts. Cyprien riait aux éclats, tapant sur la table, le visage déformé par l'alcool et la méchanceté. Bien dit maman. La bâtarde. À sa place. Bertie gloussait bêtement. Les invités, entraînés par l'effet de groupe ou par peur de déplaire à la reine de la soirée, ont commencé à rire aussi. C'était une meute. Et j'étais la proie. C'était un cauchemar éveillé. J'étais nue au milieu de la place publique, lapidée par les mots de ma propre mère. Je regardais papa. J'attendais qu'il se lève. J'attendais le miracle. J'attendais qu'il hurle, c'est faux. C'est ma fille. Taisez-vous tous. Mais Raymond n'a rien fait. Il a bu une gorgée de vin, les mains tremblantes, renversant quelques gouttes sur sa chemise, et a regardé ailleurs, vers la fenêtre. Il m'a abandonné. Il m'a sacrifié pour sa tranquillité. À cet instant précis, le dernier lien,
le dernier fil ténu qui me retenait à cette famille, s'est rompu. Croc. Net. Je n'ai pas pleuré. C'est étrange, mais la douleur était si forte, si intense, qu'elle a dépassé le stade des larmes pour atteindre celui de la froideur absolue, du zéro absolu. J'ai senti un calme olympien m'envahir, une clarté d'esprit effrayante. C'était fini. L'espoir était mort. Et avec lui, la fille obéissante, la fille qui quémandait de l'amour, était morte aussi. J'ai pris mon sac. J'ai sorti l'enveloppe. J'ai vérifié du bout des doigts que le chèque était bien dedans. J'ai souri. Pas un sourire de joie. Un sourire de prédateur qui vient de voir sa proie tomber dans le piège. Je me suis levé lentement. Ma chaise a raclé le sol, un bruit sinistre et prolongé qui a fait tourner quelques têtes et a commencé à faire taire les rires. Tu as quelque chose à dire, l'illégitime? A lancé maman au micro, ivre de sa propre méchanceté, se sentant intouchable. Tu veux t'excuser d'être né? Tu veux nous demander pardon? J'ai commencé à marcher vers elle. La traversée de la salle m'a paru durer une éternité. Je marchais la tête haute, le dos droit, les épaules en arrière. Je sentais les regards sur moi, des regards de mépris, de pitié, de curiosité malsaine. Ils s'attendaient à ce que je fasse une scène d'hystérie, que je pleure, que je supplie à genoux. Mais je n'étais plus Sidonie la victime. J'étais Némésie, la déesse de la vengeance. J'étais le karma incarné. J'arrivais à la table d'honneur. Maman me regardait avec un air de triomphe absolu. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir brisé au point que je venais lui donner l'argent en signe de soumission totale. Elle voyait l'enveloppe blanche dans ma main. Ses yeux brillaient de cupidité. Elle savait ce qu'il y avait dedans. Elle avait gagné son pari, humilier la fille et prendre l'argent pour sauver sa maison. Je me suis arrêté juste devant elle. J'étais si proche que je pouvais sentir son haleine chargée de champagne et de méchanceté. Je pouvais voir les pores de sa peau sous son fond de teint épais. Tu as raison, maman, ai-je dit. Ma voix était calme, posée, mais elle portait suffisamment pour que les tables voisines entendent, et bientôt, toute la salle s'est tue pour écouter. Tu as tout à fait raison. Je ne suis pas comme vous. Je ne serai jamais comme vous. Elle a tendu la main, impatiente, ses doigts griffus prêts à saisir le butin. Alors donne-moi ça et retourne à ta place de bonne. On en parlera demain. J'ai ignoré sa main tendue. J'ai regardé son verre de champagne, posé devant elle sur la nappe blanche immaculée. Il était plein à ras-bord, les bulles remontant joyeusement à la surface. Un enfant illégitime ne devrait pas se mêler des affaires des gens respectables, ai-je continué, savourant chaque mot. Et l'argent d'une bâtarde est sûrement trop sale pour tes mains pures, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas souiller la lignée de la croix. Son sourire a vacillé. Une lueur d'inquiétude est apparue dans ses yeux. De quoi tu parles? Donne-moi cette enveloppe tout de suite, petite insolente. J'ai levé l'enveloppe à hauteur de mes yeux, bien en vue de tous. J'ai vu la panique s'allumer dans le regard de mon père. Il avait compris. Il savait ce qui allait se passer. C'est pour toi, maman. C'était pour payer la maison. Pour lever l'hypothèque. Pour que tu gardes ton toit et tes illusions. 165 000 €. Tout ce que j'avais. Tout mon passé, tout mon avenir. Un grand O a parcouru la salle. Le chiffre avait fait son effet. 165 000 €. C'était une fortune pour la plupart des gens ici. La cupidité de Cyprien et Bertie était palpable, ils avaient presque la bave aux lèvres, leurs yeux fixés sur le petit rectangle de papier blanc comme si c'était le Saint Graal. Mais puisque je ne suis pas ta fille, puisque je suis une bâtarde, j'ai positionné l'enveloppe juste au-dessus de sa coupe de champagne. Ma main ne tremblait pas. Pas le moins du monde. Je n'ai aucune obligation envers toi. Je ne dois rien à des étrangers qui me méprisent. Et j'ai lâché l'enveloppe. Le temps s'est ralenti. J'ai vu le papier blanc tomber, tourner légèrement dans l'air comme une plume, inexorablement attiré par la gravité. J'ai vu les yeux de ma mère s'écarquiller d'horreur, sa bouche s'ouvrir dans un cri muet. Plouf! L'enveloppe est tombée pile dans le verre.
Le champagne a giclé partout, sur la nappe blanche, éclaboussant la robe à paillettes hors de prix de ma mère. Le liquide doré a immédiatement commencé à imbiber le papier, l'avalant, le digérant. L'encre allait baver. Le chèque allait être détruit. L'argent s'évaporait. Non, a hurlé ma mère. Un cri animal, déchirant, primal. Le cri d'une bête qu'on égorge. Elle a plongé sa main dans le verre, sans se soucier de l'élégance, sans se soucier de rien. Elle a pêché l'enveloppe détrempée comme on sauve un noyé. Le papier, fragilisé par le liquide, s'est déchiré entre ses doigts boudinés et paniqués. Elle a sorti la bouillie de papier. On voyait encore le logo de la banque par transparence. On voyait les zéros qui s'effaçaient. Mais le chèque était mort. Inutilisable. Une fortune réduite à l'état de déchets mouillés. La scène était dantesque. Ma mère, la grande dame, tenait une boule de papier mouillé, du champagne dégoulinant sur son bras, ruinant sa manucure. Elle tremblait de tout son corps, secouée de spasmes violents. « Tu es folle !» a-t-elle crié, la voix brisée, hystérique. « Tu es malade !» C'était l'argent de la maison. Tu viens de nous ruiner. Tu nous as tués. Cyprien s'est levé d'un bond, renversant sa chaise qui est tombée avec fracas. Il s'est précipité vers moi, le visage rouge de colère, les veines de son cou saillantes. Espèce de salope. Qu'est-ce que t'as fait? T'as perdu la tête? Il a levé la main pour me frapper, le poing serré. J'ai fermé les yeux, prête à recevoir le coup. Mais le coup n'est jamais venu. Pour la première fois de sa vie, papa s'est interposé. Il s'est levé avec une énergie que je ne lui connaissais plus et a attrapé le bras de Cyprien au vol. Touche-la et je te tue, a dit Raymond. Sa voix était faible, mais ses yeux étaient fous, injectés de sang. Il regardait le chèque détruit avec une douleur infinie, comme s'il regardait son propre cadavre. C'est fini, Cyprien. Tout est fini. On a tout perdu. Je me suis reculée, hors de portée. J'ai regardé ma mère, qui essayait pathétiquement de déplier le chèque sur la nappe, pleurant pour de vrai cette fois. Pas des larmes de théâtre. Pas des larmes d'émotion. Mais des larmes de perte financière pure. Elle pleurait son statut social qui s'effritait. Joyeux anniversaire, Madame Delacroix, ai-je dit froidement, savourant chaque syllabe. C'est le cadeau d'adieu de la bâtarde. Profitez bien de la saisie immobilière. J'espère que votre fierté vous tiendra chaud quand vous dormirez sous les ponts. Et n'oubliez pas, l'argent n'achète pas la classe. J'ai fait demi-tour. Le silence dans la salle était total, absolu, presque religieux. Plus personne ne riait. Les invités, ces mêmes personnes qui se moquaient de moi 5 minutes plus tôt, me regardaient avec un mélange de terreur et de respect. Ils venaient de voir la souris manger le chat. Ils venaient de voir l'ordre établi se renverser. Attends. Sidonie, a crié Bertie en courant vers moi, trébuchant presque dans sa robe longue. Tu ne peux pas partir. Tu dois refaire le chèque. On peut arranger ça. Maman ne le pensait pas. C'était une blague. Reviens. Je me suis arrêtée à la porte. Je me suis retournée une dernière fois vers ce tableau pathétique. Si, Bertille. Elle le pensait. Elle le pense depuis 32 ans. Et toi, tu as ri. Vous avez tous ri. J'ai entendu vos rires. Ils resteront gravés dans ma mémoire. J'ai balayé la salle du regard, fixant les invités un à un. Riez maintenant. Allez-y. C'est drôle, non? Une famille à la rue, c'est hilarant. C'est la meilleure blague de la soirée. Personne n'a moufté. J'ai poussé la lourde porte en chêne et je suis sortie dans la nuit fraîche. L'air n'a jamais été aussi bon, aussi pur. C'était l'air de la liberté. C'était l'air d'une nouvelle vie. J'ai couru jusqu'à ma voiture, mes talons claquant sur le sol. Je tremblais, l'adrénaline retombait et laissait place aux tremblements incontrôlables. J'ai démarré en trombe, faisant crisser les pneus sur le gravier, laissant derrière moi la maison illuminée qui allait bientôt devenir sombre et vide. Mon téléphone a commencé à sonner dès que j'ai passé le portail. 1 fois, 2 fois, 10 fois. L'écran affichait maman.
puis Cyprien, puis Bertille, puis tante Colette. J'ai tout laissé sonner. J'ai conduit jusqu'à Toulouse sans m'arrêter, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement intense. J'avais coupé le cordon. J'avais cautérisé la plaie au fer rouge. J'étais libre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il me restait une chose à faire. Une chose pour clore le chapitre enfant illégitime pour toujours. Une dernière vérité à déterrer. Le lendemain matin, lundi, je suis allée au laboratoire d'analyse génétique. J'avais gardé, dans un petit sac plastique hermétique, des cheveux de mon père que j'avais récupérés discrètement sur sa brosse dans la salle de bain du rez-de-chaussée, juste avant de partir, quand j'étais allée me recoiffer. J'avais prévu le coup, au cas où. Un pressentiment. J'ai envoyé mes propres échantillons de salive et ceux de papa. J'ai payé le supplément pour un résultat express, vidant le reste de mon compte courant. Je devais savoir. Je ne pouvais pas vivre le reste de ma vie avec ce doute insidieux. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'email fatidique. J'ai ouvert le fichier PDF avec des mains moites, le cœur battant à tout rompre. Probabilité de paternité, 99,99%. J'ai éclaté de rire. Un rire hystérique, solitaire, dans mon appartement silencieux. Je n'étais pas une bâtarde. Je n'étais pas une enfant illégitime. J'étais bien la fille de Raymond et Bernadette. J'étais une Delacroix pur sang. Maman avait menti. Elle avait inventé ce mensonge horrible, cette histoire d'adultère, cette fable cruelle, juste pour me faire mal. Juste parce qu'elle ne m'aimait pas. Juste parce que je n'étais pas comme elle, parce que je ne me soumettais pas à sa vanité. Elle avait préféré me faire croire que je n'avais pas de père plutôt que d'admettre qu'elle était une mauvaise mère incapable d'aimer son enfant. C'était de la pure méchanceté. C'était diabolique. C'était impardonnable. J'ai imprimé le résultat en couleur. J'ai pris une nouvelle enveloppe blanche, identique à la première. J'ai glissé le papier dedans. Pas de chèque cette fois. Juste la vérité nue et brutale. J'ai ajouté un petit mot manuscrit, écrit d'une main ferme. Maman, voici la preuve que tu es une menteuse pathologique. Je suis ta fille, malheureusement. L'ADN ne ment pas, contrairement à toi. Mais à partir d'aujourd'hui, je choisis d'être orpheline. Je renie ce sang qui nous lie. Ne me contactez plus jamais. Débrouillez-vous avec la banque et vos mensonges. Adieu, Sidonie. J'ai posté la lettre en recommandé avec accusé de réception. Les semaines qui ont suivi ont été chaotiques pour eux, et étrangement paisibles pour moi. J'ai bloqué leurs numéros, leurs réseaux sociaux, leurs emails. J'ai érigé un mur de silence. Mais les nouvelles circulent vite dans une petite ville de province comme Montauban, où tout se sait. J'ai appris par une connaissance commune, une ancienne voisine, que la banque avait effectivement lancé la procédure de saisie immobilière dès le mardi suivant. Maman a essayé de vendre ses bijoux pour stopper l'hémorragie, mais ils étaient pour la plupart faux ou sans grande valeur à la revente. Ces diamants n'étaient que du zircon. Cyprien a dû vendre sa voiture de sport à perte. Bertie a dû trouver un travail de vendeuse dans une boulangerie industrielle, ce qui, pour elle, était pire que la mort sociale. Ils ont dû quitter la grande maison bourgeoise en briques rouges. Ils ont emménagé dans un petit appartement en location, humide et sombre, en banlieue. La famille royale était déchue. Le château s'était effondré. Le plus drôle, c'est que les invités de la fête ont parlé. Les langues se sont déliées. Tout le monde a su ce qui s'était passé ce soir-là. La réputation de ma mère, qu'elle avait mis tant d'années à construire sur du vent, a été détruite en une nuit. Elle, qui tenait tant aux apparences, est devenue la risée de la ville. On l'appelait désormais celle qui a traité sa fille de bâtarde et perdu sa maison pour une coupe de champagne. Elle n'osait plus sortir de chez elle. Quant à papa, j'ai reçu une lettre de lui, un mois plus tard. Une lettre écrite à la main, tremblante, tachée de larmes. Il s'excusait. Il disait qu'il avait vu le test ADN. Il disait qu'il regrettait sa lâcheté, qu'il s'en voulait chaque jour. Il disait qu'il allait peut-être quitter maman, qu'il n'en pouvait plus. Je n'ai pas répondu. Il est trop tard pour les excuses.
Il a choisi son camp le soir de l'anniversaire en restant assis sur sa chaise, en se taisant. Le silence est aussi coupable que les mots. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai utilisé l'argent du chèque, que je n'ai évidemment pas réécrit, je ne suis pas folle, pour m'acheter mon propre appartement à Toulouse, un magnifique duplex avec une grande terrasse ensoleillée. C'est mon chez-moi. Personne ne peut m'en chasser. Personne ne peut me dire que je n'y ai pas ma place. J'ai investi dans ma propre vie. J'ai appris une leçon douloureuse mais nécessaire, une leçon que je n'oublierai jamais, la famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie, de la génétique. La famille, la vraie, ce sont les gens qui vous respectent, qui vous aiment pour qui vous êtes, et qui vous protègent quand vous en avez besoin. Et parfois, pour survivre, il faut savoir amputer le membre gangrené, même si c'est votre propre mère. Je suis Sidonie. Je ne suis plus l'enfant illégitime. Je ne suis plus la victime. Je suis la femme qui s'est sauvée elle-même. Et croyez-moi, la liberté a un goût bien meilleur que le champagne. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Cela a été difficile de revivre ces moments, de rouvrir ces vieilles blessures, mais je pense qu'il était important de partager cette vérité. Personne ne devrait accepter d'être humilié, même par sa propre famille. Et vous? Avez-vous déjà coupé les ponts avec un membre toxique de votre famille? Avez-vous déjà eu ce moment de déclic où vous avez dit stop? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je lirai tout. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de vengeance et de justice. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de courage. Prenez soin de vous. Vous valez mieux que ce qu'ils disent. À bientôt.